Bienvenue à la première des deux parties de la présentation sur le coude. Nous allons d'abord faire quelques rappels d'anatomie, puis nous analyserons les mécanismes de blessure et l'importance d'une bonne technique radiographique dans l'acquisition des images. Enfin, nous étudierons des cas cliniques pour décrire plusieurs séries de fractures. Voici un rappel de la radioanatomie normale du coude en projection antéro-postérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous assurer que tout vous est familier. Et ici, un cliché de profil. Mettez en pause si vous le souhaitez. Dans le cas d'un coude pédiatrique, n'oubliez pas le moyen mnémotechnique Crito ou Critol selon vos préférences. Assurez-vous d'être en mesure de retrouver les caractéristiques anatomiques avant de continuer. Enfin, rappelez-vous l'anatomie ligamentaire avant de passer au cas clinique. Ici, un complément légendé en français. L'articulation du coude a deux coussinets adipeux qui résident dans la capsule articulaire. C'est l'apparence de ces coussinets qui peut alerter le radiologue d'un traumatisme sous-jacent. N'oubliez pas que la graisse est visualisée en gris foncé par rapport au gris plus clair des structures des tissus mous environnants. Le coussinet adipeux antérieur est visualisé sous la forme d'un petit triangle sombre situé en avant de l'humérus distal, juste au-dessus du capitulum. En revanche, le coussinet adipeux postérieur n'est pas visualisé sur la vue latérale car il réside au niveau de la fosse olecrânienne. Il est donc caché. Si le patient est radiographié avec son coude en extension, le processus olecrânien s'insère alors dans la fosse olecrânienne, ce qui lui déplacera postérieurement le coussinet adipeux. Ainsi, le coussinet adipeux postérieur est visualisé si le bras est en extension, mais non visualisé sur la vue latérale. Si le patient subit une fracture à l'intérieur de la capsule articulaire, le saignement du site de la fracture remplit la capsule articulaire de sang. C'est cette augmentation du volume de liquide dans la capsule articulaire qui déplace les coussinets adipeux. Le coussinet adipeux postérieur, qui est normalement caché dans la fosse olecrânienne sur une incidence de profil normal, est chassé hors de cette fosse par l'augmentation du volume des fluides. Et le coussin adipeux antérieur, qui est représenté normalement par un petit triangle sombre adjacent au cortex antérieur de l'humérus distal, apparaît gonflé comme la voile d'un bateau. En analysant le cliché, plutôt que de visualiser un contour lisse entre la tête radiale et le col, il y a maintenant une angulation nette indiquant que le patient a subi une fracture du col du radius. Le principal mécanisme de lésion pour un traumatisme du coude est un traumatisme indirect dû à une force angulaire. L'avant-bras sert de levier contre la force angulaire et le point d'appui étant le coude. Il s'agit généralement d'une blessure en valgus. Les blessures peuvent également être causées par un coup direct ou une chute sur une main ou un bras en extension. La tête radiale joue le rôle de butoir osseux. Elle est écrasée par un mécanisme de casse-noix entre la diaphyse radiale et le condyle huméral.
Beaucoup de gens se font une mauvaise image de l'articulation du coude. Sans surprise, les patients qui ont subi une blessure au niveau du coude sont réticents à l'étendre complètement pour la vue antéro-postérieure. Il existe une école de pensée selon laquelle, pour une incidence antéro-postérieure modifiée, vous pouvez radiographier l'articulation du coude fléchi et la positionner de manière à ce que l'olecrâne soit au contact du capteur plan, avec l'humérus distal et les parties proximales du radius et de l'ulna formant un angle de 45 degrés avec le récepteur, ce qui représente l'image de gauche. Le problème avec cette pratique, c'est que vous n'obtenez pas une visualisation adéquate de l'humérus distal ou du radius et de l'ulna proximaux en raison d'un raccourcissement ou d'un allongement, ce qui en fait donc une vue très inappropriée. L'âge est un très bon prédicteur pour deviner quel type de blessure le patient pourrait avoir subi. Par exemple, la blessure la plus courante chez les adultes est une fracture de la tête radiale ou du col, et donc l'incidence antéro-postérieure modifiée la plus appropriée si le patient est incapable d'étendre le coude est de le positionner de sorte que le radius et l'ulna proximaux soient au contact du capteur plan. Cela permet d'optimiser l'analyse de la zone la plus susceptible d'avoir subi une blessure. A l'inverse, la blessure la plus courante en pédiatrie est une fracture de la région supracondylienne et par conséquent, l'incidence modifiée la plus appropriée est celle de l'humérus distal au contact du récepteur numérique afin d'obtenir une excellente visualisation de cette région. Évidemment, si le patient ne présente aucune blessure au niveau de ces régions, vous devrez alors continuer de réaliser une incidence supplémentaire. Il est important, lors de l'incidence de profil, que l'articulation du coude soit au même niveau que celle de l'épaule. Nous pouvons voir sur cette photo que l'épaule est nettement plus haute que le coude, ce qui entraîne un manque de superposition du capitulum et de la trochlée. Cela donne donc une radiographie du coude très tournée. Pour limiter cette rotation et assurer la superposition du capitulum et de la trochlée, il faut toujours positionner le coude au même niveau que l'épaule. L'autre erreur très fréquente que l'on apprend avec l'incidence du coude de profil est de tourner la main de façon à ce qu'elle soit également de profil, ce qui éloigne la tête radiale de l'ulna au niveau du coude. Le problème, c'est que la blessure la plus courante chez les adultes, comme nous l'avons déjà mentionné, c'est la fracture de la tête ou du col radial. Si nous repensons à notre anatomie, l'articulation radio-ulnaire proximale et l'articulation radio-ulnaire distale sont des articulations pivotantes. Et donc si vous demandez à votre patient de faire pivoter sa main vers la vue latérale, cette manœuvre sera douloureuse. La meilleure façon de permettre une bonne visualisation de la tête radiale en la superposant à l'ulna est de prendre une mousse de 15 degrés et de la placer sous la main en pronation, en veillant à ce que la partie la plus large de cette mousse soit disposée sous le bout des doigts et la partie la plus fine vers le poignet. L'élévation du poignet de 15 degrés permettra une bonne visualisation de la tête radiale et du col sans déclencher de douleur chez le patient. Les fractures de l'humérus distal impliquent presque toujours la surface articulaire, et 50% de ces blessures sont soit des fractures bicondyliennes, c'est-à-dire impliquant les deux condyles, soit des fractures intercondyliennes. Vous pouvez aussi rencontrer les fractures transcondyliennes, qui sont l'équivalent de la forme adulte de la fracture supracondylienne pédiatrique. Une proportion importante de celles-ci sont plus gravement comminutives et 10% sont des fractures isolées du capitulum.
Les fractures bicondyliennes ou intercondyliennes ont une composante verticale qui s'étend jusqu'à la surface articulaire. Cette composante verticale se trouve quelque part entre le sillon trochléaire et le sillon capitotrochléaire. Elle pourra alors se diviser horizontalement ou obliquement par rapport à l'humérus distal. Vous observerez souvent une comminution associée à un déplacement et une rotation en raison des attaches musculaires. Ici, nous avons une fracture intercondylienne, car le trait de fracture sagittale s'étend jusqu'à la surface articulaire, séparant le capitulum de la trochlée. Ce n'est pas une fracture bicondylienne, car le trait de fracture ne s'étend pas entre les deux condyles pour les séparer. Si nous regardons attentivement, nous pouvons voir que la surface articulaire du capitulum est saine et lisse, et plutôt que de former une courbe lisse pour former le contour naturel avec la trochlée, il y a une rupture, indiquant que la surface articulaire a été fracturée et légèrement angulée. Ainsi, la fracture sagittale s'étend jusqu'à la surface articulaire, provoquant une rupture de l'alignement normal entre le capitulum et la trochlée. Reprenons notre quoi ou comment. Quoi, une fracture intra-articulaire, ou de la région intercondylienne de l'humérus distal droit. Comment, incomplète et non déplacée. Pour écrire ceci comme une évaluation clinique préliminaire complète, nous dirions: il existe une fracture intra-articulaire incomplète de la région intercondylienne de l'humérus distal droit. À noter, la fracture est incomplète car elle n'individualise pas de fragments séparés. Il est important dans le quoi ou comment de dire qu'il s'agit d'une fracture intra-articulaire car c'est ici le critère de gravité de la blessure. Ici, nous avons une fracture bicondylienne avec extension du trait de fracture sagittale qui s'étend entre la trochlée et le capitulum. Puis, la fracture s'est fragmentée en forme de T, provoquant la séparation des condyles médial et latéral. Nous avons ici une fracture comminutive. Le point important à mentionner à propos de cette blessure, c'est qu'elle est intra-articulaire et fragmentée. C'est en effet un détail crucial pour le chirurgien qui a besoin de connaître les fragments à assembler. Il y a un chevauchement important des fragments de fracture et le chirurgien sait qu'il va devoir les réduire pour tout remettre dans la bonne position. Quoi, c'est une fracture ou du segment distal de l'humérus gauche, comment, intra-articulaire, comminutive et avec un chevauchement marqué. Ce sont les trois choses importantes à commenter. Ici, nous avons une fracture transcondylienne. C'est l'équivalent adulte d'une fracture supracondylienne chez l'enfant, et donc les deux condyles sont impliqués. Nous avons une fracture transversale qui divise les épicondyles médial et latéral, et qui traverse la fosse olecrânienne. La chose importante à notifier, c'est la présence d'un déplacement ou non. On voit sur cette image que les deux portions ne s'alignent pas tout à fait, et il y a donc un très léger déplacement, mais c'est quelque chose que vous devez signaler dans votre commentaire.
Quoi? Une fracture transverse. Où? De la région transcondylienne de l'humérus distal gauche. Comment? Légèrement déplacée. Pour écrire ceci comme une évaluation clinique préliminaire complète, nous dirions qu'il s'agit d'une fracture transverse légèrement déplacée de la région transcondylienne de l'humérus distal gauche. Les fractures du capitulum peuvent être très difficiles à identifier. C'est pourquoi il est important d'y porter une attention particulière. N'oubliez pas que lorsque vous analysez votre radiographie, vous devez faire le tour de la corticale de chaque os pour vous assurer qu'elle est intacte. Ici, si nous regardons attentivement la trochlée, nous pouvons voir qu'elle a une belle forme normale de nœud papillon, et soudain, là où l'on devrait retrouver le capitulum, nous perdons la continuité avec la corticale. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir un fragment osseux illustré par une ligne courbe. C'est le capitulum qui a été rétracté proximalement. C'est l'incidence de profil qui montrera l'aspect classique de la fracture du capitulum, où le fragment fracturaire s'est rétracté antéro-supérieurement. On peut voir que la surface articulaire du capitulum est dirigée vers le haut et le fragment de fracture vers le bas. Ce cliché est également très bon pour étudier le coussinet adipeux antérieur qui apparaît gonflé, ce qu'on appelle aussi le signe de la voile. Le coussinet adipeux postérieur est également visible, indiquant la présence d'un épanchement articulaire causé par la fracture du capitulum dans l'articulation. Quoi? Une fracture. Où? Du capitulum du coude gauche. Comment? Rétracté antéro-supérieurement. Pour écrire ceci comme une évaluation clinique préliminaire complète, nous dirions il y a une fracture du capitulum de l'humérus gauche avec rétraction antéro-supérieure. Les fractures de la tête radiale et du col sont les fractures les plus courantes du coude chez l'adulte, et il est donc important d'analyser attentivement cette zone. Nous pouvons voir ici le trait de fracture qui scinde la tête radiale en deux et se prolonge vers le bas et à travers le col. Mais l'élément important à signaler, c'est le fait que la tête soit impliquée, car cela en fait une fracture intra-articulaire. Si vous regardez attentivement le bord articulaire de la tête radiale, il y a une légère dépression entre les deux sites de fracture. Cela indique qu'il existe un déplacement minime. Quoi? Une fracture intra-articulaire ou de la tête du radius droit. Comment? Peu déplacée. Pour écrire ceci comme une évaluation clinique préliminaire complète, nous dirions il y a une fracture intra-articulaire peu déplacée de la tête radiale droite. Les fractures du col radial peuvent être très subtiles. Vous devez retrouver un contour normal et lisse entre la tête radiale et le col. Donc quand vous voyez une angulation nette ou une marche, cela indique qu'il y a une fracture sous-jacente. Si nous regardons attentivement, nous pouvons voir que la corticale de la tête radiale et celle du col radial adjacent sont légèrement séparées, signant la présence d'une fracture. Si nous regardons l'incidence de profil, la tête radiale et le col devraient avoir un joli contour continu et lisse, mais ici nous retrouvons une angulation nette entre les deux. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir une fine ligne indiquant où se trouve la fracture. Bien que la fracture du col radial ne soit pas une fracture intra-articulaire, il s'agit d'une fracture intracapsulaire, et vous obtiendrez donc un épanchement de l'articulation du coude. Nous pouvons voir clairement ici le signe de la voile du coussinet adipeux antérieur et la visualisation du coussinet adipeux postérieur. Ces signes indirects nous confirment donc qu'il y a bien une fracture à travers ce col radial. Quoi? Une fracture. Où? Du col du radius droit. Comment? Légèrement déplacé.
Pour écrire ceci comme une évaluation clinique préliminaire complète, nous dirions: il y a une fracture légèrement déplacée du col radial droit. Les fractures de l'olecrâne peuvent être très difficiles à repérer sur la vue antéro-postérieure. Il est donc important de maîtriser l'anatomie. Ici, nous avons une zone assez dense de sclérose, indiquant un fragment osseux qui s'est détaché et est situé dans un endroit complètement anormal, repéré par la flèche blanche. Habituellement, la trochlée et le capitulum ont des fosses coronoïdes et olecrâniennes situées au-dessus d'eux. Et ici, cette zone de clarté accrue n'est plus visible. Cela signifie que ce fragment osseux a migré pour se superposer sur cette région. Si vous regardez attentivement la flèche noire, vous pouvez voir une zone très sombre. Nous savons que les tissus mous sont gris clair, la graisse est gris foncé et l'air est gris très foncé ou noir. Nous avons donc de l'air dans l'articulation. C'est une chose importante à noter car cela indique qu'il doit s'agir d'une fracture ouverte pour que l'air pénètre dans les tissus mous. Tout est plus clair lorsque l'on analyse l'incidence de profil. Si nous pensons à notre anatomie des tissus mous, le triceps s'insère dans le processus de l'olecrâne. Et ce qui s'est passé, c'est que le fragment fracturaire a été rétracté par le triceps de manière proximale. Nous ne voyons pas de coussinet adipeux, et c'est parce que la capsule articulaire s'est déchirée suite à la gravité de la blessure. Les liquides et le sang peuvent s'échapper de l'espace articulaire, d'où l'absence d'épanchement articulaire. Cependant, nous pouvons clairement voir l'emphysème sous-cutané, c'est-à-dire l'air qui a été emprisonné dans les tissus mous. Ceci est très important car cela signifie que cette fracture est une blessure ouverte et qu'il existe donc un risque élevé d'infection. Quoi? Une fracture intra-articulaire ouverte ou, au niveau du processus de l'écrâne du coude gauche, comment? Avec une rétraction importante. Pour écrire ceci comme une évaluation clinique préliminaire complète, nous dirions: il existe une fracture intra-articulaire ouverte du processus olecrânien de l'ulna gauche avec rétraction. Les fractures du processus coronoïde peuvent être particulièrement difficiles à voir en raison de la superposition avec la tête radiale. Le muscle brachial s'insère sur le processus coronoïde. Cependant, la cause la plus fréquente de fracture du processus coronoïde est la luxation. Chaque fois que vous rencontrez un coude luxé, il est important d'analyser attentivement le processus coronoïde à la recherche de fractures sous-jacentes. Comme toujours, les structures des tissus mous mettront en évidence la présence d'une lésion intracapsulaire sous-jacente. On voit clairement ici qu'il y a un épanchement articulaire du coude avec un signe de la voie du coussinet adipeux antérieur et une visibilité pathologique du coussinet adipeux postérieur. Quoi? Une fracture ou du processus coronoïde de l'ulna gauche, comment non déplacé? Pour écrire ceci comme une évaluation clinique préliminaire complète, nous dirions qu'il y a une fracture non déplacée du processus coronoïde de l'ulna gauche.
Les luxations du coude ne sont pas particulièrement fréquentes, mais il est important d'avoir des repères pour déterminer le sens du déplacement. La direction la plus courante est postérieure ou postérolatérale. Le radius est toujours du côté latéral et c'est donc l'ulna qui est du côté médial. Quand on parle de fracture ou de luxation, on parle toujours du fragment distal par rapport au fragment proximal. Ici, nous pouvons voir que l'ulna et le radius se sont déplacés latéralement. Analysons maintenant l'incidence de profil. Rappelez-vous, nous parlons toujours du fragment distal par rapport au fragment proximal. Ici, le radius et l'ulna se sont déplacés en arrière par rapport à l'humérus. Nous avons donc une luxation postérolatérale de l'articulation du coude. N'oubliez pas de vérifier soigneusement le processus coronoïde pour toute fracture non déplacée. Quoi? Une luxation? Où? De l'articulation du coude droit. Comment? Avec un déplacement postérolatéral. Pour écrire ceci comme une évaluation clinique préliminaire complète, nous dirions: il y a une luxation postérolatérale du coude droit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première partie. Je vous invite donc à poursuivre avec la seconde.